Une page d'histoire ce matin, c'était le 15 février 1896. Apparaissait alors dans la vitrine d'une librairie de Vienne un ouvrage mystérieux, un opuscule baptisé Der Judenstaat, l'État juif, recherche d'une réponse moderne à la question juive. Et oui, nous célébrons ce mois-ci les 125 ans de la publication de ce livre historique publié par Theodor Herzl, un livre écrit en seulement 6 semaines, mais pourtant considéré comme le fondement du sionisme moderne et laïque, dans lequel Theodor Herzl analyse la question des Juifs. Nous sommes donc en 1896, mais ce n'est pas le premier livre sioniste à faire son apparition, car 15 ans plus tôt déjà, on a tendance à l'oublier, c'est vrai, mais était publié ce magnifique plaidoyer « Auto-émancipation, avertissement d'un juif russe à ses frères » du médecin russe Léon Pinsker. Déjà alors, il faisait le développement de thèmes majeurs, la fondation urgente d'un État indépendant pour les Juifs et l'antisémitisme grandissant en Europe. Mais Theodor Herzl, lui, va plus loin. Il est le premier à promouvoir une action politique immédiate bénéficiant de la reconnaissance internationale. L'occasion de revenir ce matin sur la genèse de ce livre fondateur et la personnalité de Theodor Herzl. On en parle ce matin avec vous, Christophe Darin. Et l'État juif n'est pas dû à un hasard de circonstances. Il est le fruit d'une réflexion profonde vécue par Theodor Herzl, qui travaille alors à Paris. À l'époque, il y a 35 ans, Theodor Herzl, c'est un jeune journaliste qui couvre l'affaire Dreyfus. Il écrit notamment pour le compte d'un journal viennois, le Neue Freie Zeitung. Désolé, je n'ai pas fait allemand. Pour Herzl, l'affaire Dreyfus est un véritable électrochoc, d'autant plus qu'assiste d'ailleurs en particulier à la cérémonie de dégradation du capitaine dans la cour des Invalides. C'est donc dans ce contexte de fort antisémitisme autour de l'affaire Dreyfus que naît sa révolte intérieure. Tout de suite, il comprend que la place des Juifs est peut-être ailleurs. Et oui, Theodor Herzl tire en fait la conclusion qu'il est illusoire pour les Juifs de chercher leur salut dans l'assimilation et qu'ils doivent posséder leur propre État, un État qui doit être en mesure d'offrir un refuge à tous les Juifs qui viendraient à être persécutés. C'est la thèse donc qu'il présente dans ce fameux ouvrage, le fameux Der Judenstaat. Et absolument, Theodor Herzl qui expose dans son ouvrage les 3 principes fondamentaux du sionisme moderne. D'abord, l'existence d'un peuple juif, c'est un fait acquis. Deuxièmement, l'impossibilité de l'assimilation du peuple juif à d'autres peuples. Et en effet, selon Theodor Herzl, les peuples du monde ne pourront pas supporter à longue échéance ni le peuple d'Israël en leur sein, ni son particularisme religieux, ni ses leaders, ni sa mentalité. Et donc, troisième postulat, selon Herzl, il est alors plus que nécessaire de créer un État particulier qui prenne en charge le destin des Juifs. Mais ce qui est notable quand même dans cette histoire, c'est cette position de Theodor Herzl. Il le dit, certes, l'assimilation des Juifs en diaspora n'est pas possible, mais c'est assez incroyable car Theodor Herzl et sa famille sont des gens très bien intégrés finalement dans la société blanche catholique européenne. Sa famille est aisée, bourgeoise et commerçante. Et l'assimilation ne semble d'ailleurs pas trop pénible aux yeux d'Herzl, déjà passablement déjudaïsé et très peu croyant. En 1875, alors qu'il est encore adolescent, Herzl est même inscrit au lycée évangélique de la ville. C'est une école chrétienne fréquentée par les fils de riches bourgeois juifs de Hongrie. Il n'est donc pas du tout communautarisé. Et oui, pas du tout communautarisé, même comme sa famille, comme ses parents. Et lui qui aime analyser les situations en toute objectivité, il tente même au début, quand il est encore adolescent, de comprendre, voire de rendre service à l'antisémitisme. Et esprit de bonne volonté, effectivement, en 1893, 3 ans avant l'écriture de l'État juif, Theodor Herzl songe même à requérir l'intervention du pape contre l'antisémitisme. En échange, il s'engagerait à prêcher la croisade pour la conversion volontaire au christianisme, le baptême généralisé et les mariages mixtes. Et oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais c'est la réalité finalement. Herzl retrouve ou trouve la raison, dirais-je. Cet homme qui ignore à peu près tout de la religion juive et qui célèbre Noël avec ses enfants aura donc ce fameux sursaut pendant l'affaire Dreyfus. Oui, c'est à ce moment-là que Theodor Herzl prend toute la réalité de sa particularité juive, bien plus qu'un soldat français félon châtiait, un juif éternel bouc émissaire. Pour Herzl, s'effondre alors tout ce en quoi il avait eu foi, la justice, l'humanité, le libéralisme, les Lumières. C'est l'inspiration qui le frappe ailleurs et il écrit le fameux État juif. Et l'opuscule connaît immédiatement un grand succès en Europe de l'Est, Christophe. Oui, du vivant d'Herzl, pendant les 8 années qui suivent cette première publication, l'ouvrage va être édité à 17 reprises, 6 fois en allemand, 2 en hébreu, 2 en anglais, 3 en russe, 1 en français, 1 en yiddish, 1 en bulgare et 1 en roumain. Dans les mois qui suivent l'apparition du livre, Theodor Herzl et ses amis sionistes, comme lui, Max Nordau et Israël Zangwill, décident de réunir un congrès, c'est le fameux congrès de Bâle. Et oui, c'est un moment important
important à l'époque. Il faut savoir que c'est la ville de Munich qui est pressentie, mais les rabbins locaux, comme l'immense majorité des rabbins, se montrent hostiles au mouvement sioniste. C'est donc finalement à Bâle, en Suisse, que se retrouvent en août 1897 plus de 200 délégués juifs. D'ailleurs, à noter que c'est au cours de ce congrès que va être fondée l'Organisation sioniste mondiale pour établir les bases économiques du futur État. Une banque nationale juive est créée. Theodor Herzl sera président de cette organisation jusqu'à sa mort. Et lors du congrès de Bâle, les choses semblent donc enfin se concrétiser. Reste à savoir où sera créé ce fameux État juif, puisque c'est aussi une question au cœur de ce congrès. Et à l'époque, c'est vrai que certaines voix sionistes parlent d'une élaboration d'un État juif en Afrique, le fameux projet Ouganda, sous l'impulsion de Joseph Chamberlain. C'était le premier ministre britannique de l'époque. Il avait proposé à Theodor Herzl. Et certains délégués juifs, la majorité à vrai dire, sont tellement impatients d'avoir cet État qu'ils sont prêts à accepter cette terre, donc l'Ouganda en Afrique, les fameux territorialistes comme on les a surnommés. Ils ne pensent pas alors forcément au fait que cela n'a aucun sens, car on le sait, la seule véritable terre légitime des Juifs, c'est leur terre ancestrale et biblique, la Judée, qui avait été renommée injustement Palestine par l'empereur romain Adrien en 135. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal, Christophe. Et oui, Lana, et c'est donc dans une grande allégresse que la Palestine sera finalement choisie comme terre des Juifs, bien qu'elle le soit symboliquement depuis des militaires et qu'une communauté juive y demeurait toujours présente malgré les différentes menaces et empires successifs. Theodor Herzl défend aussi dans son livre l'idée avant-gardiste de restaurer sous une forme moderne l'entité nationale juive qui avait existé en Judée bien avant l'instauration de la Palestine par les envahisseurs romains ou byzantins. Pour lui, seul cet État national juif offrirait une solution au problème de l'antisémitisme. Une thèse qui suscite d'emblée l'enthousiasme chez les Juifs du Moyen-Orient et chez les Juifs orientaux, mais qui rejoint aussi les aspirations de nombreux militants sionistes, à l'inverse des rabbins européens, des militants sionistes qui, eux, depuis une quinzaine d'années, ont commencé à émigrer en Palestine britannique. Oui, et même si c'est vrai, la publication du livre en 1896 entraîne aussi une vive opposition, à la fois dans le judaïsme officiel et chez les rabbins d'Europe occidentale. Le plan a aussi été compliqué à faire accepter d'une manière générale, car la Palestine étant à l'époque sous domination ottomane, Herzl n'avait pas le pouvoir. Et oui, on sait que Theodor Herzl notamment tentera de négocier avec le sultan turc Abdülhamid II, sympathisant de la cause sioniste, mais aussi un personnage assez atroce, et je voulais le dire ce matin, il faut le dire, puisqu'à cette même période, Abdülhamid entretient une haine féroce contre les chrétiens et les Arméniens de Turquie, menant de terribles massacres. Les premiers massacres qu'on a d'ailleurs surnommés massacres hamidiens contre les Arméniens, c'est intéressant car souvent, et je vous l'apprends peut-être Christophe, mais certains Arméniens font la confusion entre les actes d'Abdülhamid et les volontés de Theodor Herzl, comme si Herzl et les Juifs étaient finalement responsables des premiers massacres arméniens. Ce n'est pas le cas, évidemment, mais bon, c'est un autre sujet, un sujet qui me tient à cœur, on en reparlera certainement. En tout cas, le plan de Theodor Herzl à l'époque est bien compliqué à mettre en place. Oui, et vous parliez donc du sultan Abdülhamid, avec lequel les négociations se sont donc révélées infructueuses, de même que les rencontres de Herzl avec d'autres dirigeants, chefs d'État ou financiers, mais brûlant de zèle, il ira jusqu'au bout. Et Theodor Herzl s'adressera aux riches philanthropes juifs de Rothschild, bien sûr, mais aussi le richissime baron Maurice de Hirsch, bien connu pour son aide aux implantations de juifs russes en Argentine, mais là aussi sans succès. Et oui, Maurice de Hirsch ne croira pas du tout au projet de Theodor Herzl. Il n'avait pas vu juste apparemment. En tout cas, Theodor Herzl meurt quelques années plus tard, le 3 juillet 1904, avant d'avoir vu réaliser son rêve, son idéal, la fondation d'une patrie juive. En 1949, la dépouille de Theodor Herzl est transférée sur le mont Herzl à Jérusalem, et on se pose évidemment tous cette question aujourd'hui. Qu'aurait pensé Theodor Herzl de l'État d'Israël actuellement? En serait-il fier? Nul n'en doute. Après les persécutions et la Shoah, le peuple juif s'est relevé de ses cendres et a su fonder un véritable pays dans lequel il est maître à présent. Et ça, je crois que c'était réellement le rêve de Theodor Herzl pour lutter contre l'antisémitisme. Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve, disait Theodor Herzl. Une prophétie qui semble bien s'être réalisée. Merci Christophe Dard d'avoir contribué à ce billet.